Bonjour, monsieur. Merci tout le monde. Bien, on va commencer donc en fait le cours de machine thermique. Ce que je voudrais savoir, enfin si vous avez reçu tous les documents que j'ai envoyés hier. Vous les avez reçus? Oui, monsieur. Oui, donc, Très bien. Alors justement là, je voudrais quand même que vous sachiez comment utiliser le diagramme. Donc en fait, en disant pH, d'accord? Donc le diagramme pH. D'accord, c'est pression enthalpie que vous voyez ici, d'accord? Ça, c'est le diagramme pH. Vous avez ici la pression absolue, d'accord? Et ici, vous avez l'enthalpie en abscisse, d'accord? Donc, c'est le diagramme pH. Alors, justement, là, on avait commencé, disons, avec le groupe 1 qui était présent, je pense, le mardi passé, donc en présentiel. On avait commencé un petit peu à voir comment tracer, à travers un petit exercice, comment tracer, disons, l'évolution, par exemple, sur les fluides frigorigènes sur le diagramme pH. Alors, souvenez-vous, donc en fait, si vous regardez le diagramme pH que vous avez là, d'accord, donc je le retrace ici, d'accord. Donc ici, c'est l'enthalpie, d'accord, c'est l'enthalpie H, et ça, c'est la pression absolue. Donc, c'est la pression absolue, d'accord. Alors, pourquoi on dit, donc, c'est l'absolu en barre, d'accord. Alors, pourquoi on dit pression absolue? Tout simplement parce que vous avez la pression effective, d'accord, du fluide lui-même. Et pour avoir la pression absolue, on ajoute un bar qui est la pression atmosphérique, d'accord. Donc, en fait, la pression absolue, d'accord, la pression absolue, elle est égale à quoi? À la pression effective, d'accord, la pression effective, plus un bar, plus la pression atmosphérique, d'accord. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez un petit peu à travers ce diagramme que vous avez juste sur l'écran, d'accord? C'est que vous avez, par exemple, voilà un petit peu donc la courbe de saturation. Donc, ça, c'est les gaz, ça, c'est liquide plus gaz, et ça, c'est liquide. Alors, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est les différents types d'évolution. Donc, en fait, l'évolution classique d'un fluide frigorigène sur le diagramme pH, elle se fait comme ça, d'accord? Elle se fait comme ça. Vous arrivez à voir ce que je dessine, s'il vous plaît? Oui? Est-ce que vous arrivez à voir? Voilà. Voilà. Et donc, vous avez le point 1, 1.2, 1.3 et 1.4. Bien sûr, ça correspond, si vous voulez, à une certaine pression, et ça correspond à une certaine pression, donc P2, et vous avez une certaine pression P1 qui se trouve ici. D'accord? Ah, bien sûr, l'évolution se fait dans ce sens. Voilà. Alors, bien sûr, entre le point 1, entre le point 4 et le point 1, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît? Entre le point 4 et le point 1, qu'est-ce que j'ai? J'écoute. Bakir, entre le point 4 et le point 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai? C'est une évaporation. Donc, c'est une évaporation. Donc, je suis au niveau de l'évaporateur, d'accord? Ensuite, entre le point 1 et 2, c'est la compression. D'accord? Entre le point 3, entre le point 2 et 3, c'est la condensation. D'accord? Et entre le point 3 et 4, j'ai la détente. Voilà. Et donc, en fait, évaporation, vous avez l'évaporateur, d'accord? C'est l'évaporateur que vous avez ici. Ça, c'est l'évaporateur. D'accord? Compression, c'est donc vous avez le compresseur. On va le voir tout à l'heure. D'accord? Condensation, vous avez un condenseur. D'accord? Et la détente, vous avez ce qu'on appelle une vanne de détente. Tout simplement. D'accord? Une vanne de détente. Alors, justement, alors, ce que je voudrais disons, vous inculquer, si vous regardez ici, donc en fait, vous commencez à un certain point à l'entrée, ça c'est le 4, c'est l'entrée du condenseur, de l'évaporateur, pardon. Le 4, c'est l'entrée de l'évaporateur. Le 1, c'est la sortie de l'évaporateur, mais c'est aussi l'entrée du compresseur. Le point 2, c'est la sortie du compresseur
et l'entrée du condenseur. Le point 3, c'est la sortie de l'évaporateur et l'entrée du détendeur. D'accord? C'est clair? On n'a pas fait comme ça la dernière fois. Pardon? On n'a pas fait comme ça la dernière fois. Qu'est-ce que nous... Malish, j'y arrive. Ça, c'est le diagramme classique. Ça, c'est le diagramme classique, d'accord? Diagramme classique, le diagramme pH. OK? Maintenant, il y a d'autres types, disons, de diagrammes possibles, selon, si vous voulez, l'évolution du fluide dans l'évaporateur et aussi dans le condenseur. Vous avez pris ce schéma, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez pris ce schéma? Ça, c'est l'évolution classique. Donc, en fait, vous voyez bien qu'est-ce que j'ai ici. Donc, je pars avec un mélange liquide-vapeur. J'arrive ici au point A, je suis sur la coupe saturation, j'ai uniquement de la vapeur. Donc, le liquide est sous forme vapeur, tout simplement, à une certaine température. Donc, vous avez les lignes de température en principe qui sont comme ça, d'accord? On les a vues, d'accord? Ça, c'est les lignes de température qui viennent comme ça, d'accord? Et bien sûr, elles sont aussi horizontales à l'intérieur de votre diagramme, d'accord? Bien. Donc ici, c'est uniquement de la vapeur, pas plus. Bien sûr, ça c'est toujours vapeur. Et ici, vous avez uniquement du liquide à une certaine température, tout simplement. D'accord? Vous avez pris le schéma, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez pris le schéma? Oui ou non? Dites-moi. Oui, j'efface. Alors maintenant, on va voir maintenant les autres types, si vous voulez, de possibilités de diagrammes. D'accord? Alors, je retrace toujours mon axe pH. D'accord? Il y a des possibilités. Donc, en fait, vous avez toujours la ligne de saturation. Je repars, bien sûr, avec toujours mon point à l'entrée de l'évaporateur, qui je parle le point 4 que je l'appelle. Ensuite, je vais comme ça. Mais cette fois-ci, au lieu de m'arrêter là, je vais plus loin. Donc, le point 1, vous avez un point 1 ici. Et vous avez un point 1' qui est là, donc, sur la coupe de saturation. D'accord? Et ensuite, je vais dans ce sens comme ça. D'accord? Et je repars toujours dans ce sens. D'accord? Mais je suis toujours sur la coupe de saturation de ce côté, j'ai le point 4. Donc, j'ai toujours le point 2, le point 3 et le point 4. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? La différence entre le diagramme qu'on a tracé tout à l'heure et ce diagramme. Vous remarquez que j'ai le point 1 qui n'est plus sur la coupe de saturation, donc l'entrée du compresseur n'est plus sur la coupe de saturation. Elle est dans le domaine des vapeurs surchauffées, ce qu'on appelle les vapeurs surchauffées. D'accord? En fait, de 1', donc du point 1' vers le point A, on a ce qu'on appelle une surchauffe. D'accord? On a ce qu'on appelle une surchauffe, pardon. Donc, en fait, la surchauffe, c'est que donc la vapeur, au lieu d'être à une certaine température au point 1', on la surchauffe, donc on augmente sa température, donc ce qu'on appelle la vapeur surchauffée. Donc, au point 1', j'ai de la vapeur simple, d'accord? Et au point 1, d'accord, j'ai de la vapeur surchauffée. D'accord? De la vapeur surchauffée. D'accord? Voilà. Donc, j'ai de la vapeur surchauffée, etc. Donc, ce qu'il faut retenir ici, donc, on surchauffe. Donc, on augmente la température du liquide à la sortie de l'évaporateur. D'accord? À la sortie de l'évaporateur. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle une surchauffe. Et la différence de température entre le point A et le point 2, ça s'appelle la température de surchauffe. D'accord? Donc, la température entre le point A' et A, ce qu'on appelle la surchauffe. Alors, quel est l'intérêt de la surchauffe? C'est tout simplement pour augmenter, d'accord, un petit peu donc la quantité de froid qui est soutiré à votre fluide frigorigène. Donc, on peut améliorer avec ça, donc en fait, le rendement en mode froid de votre machine. Donc, on peut améliorer le rendement de votre machine en mode fonctionnement froid. D'accord? Donc, vous avez ici une température entre 1' et 1. D'accord? C'est ce qu'on appelle le delta T, donc c'est la surchauffe. D'accord? Et bien sûr, cette surchauffe, c'est toujours T1 moins T1', la surchauffe. D'accord?
C'est clair, s'il vous plaît? Donc, ça, c'est une deuxième possibilité, d'accord? Ça, c'est une deuxième possibilité de diagramme pH. Je peux effacer, s'il vous plaît, là? Je peux effacer? Je peux effacer? Maintenant, il y a une troisième possibilité sur le diagramme pH. D'accord? Donc, je reprends toujours mon diagramme pH avec la courbe de saturation. D'accord? Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Donc, je repars toujours de mon point 4, donc sur le diagramme psychrométrique, donc sur le diagramme pH qui est ici. Donc, je prends le point 4 qui est l'entrée de l'évaporateur. Bien sûr, je pars dans ce sens. Toujours, je suis là à la courbe de saturation cette fois-ci. Je comprime, d'accord? Et ensuite, je pars comme ça. Alors, le condenseur, au lieu de s'arrêter ici sur la courbe de saturation, je vais aller un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin. Donc, ici, je vais... Alors, vous avez bien, donc, j'ai toujours mon point 1 qui est là. J'ai toujours mon point 4 qui est là. Mon point 2. Alors, ici, j'avais donc la sortie que j'appelle 3. Et maintenant, vous avez un point ici sur la courbe de saturation que j'appelle 3'. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, c'est toujours la même chose, donc ça évolue dans ce sens. Donc, à la sortie disons, du condenseur, qu'est-ce que je fais? Je sous-refroidis le liquide. Donc, entre le point 3, prime et 3, vous avez ce qu'on appelle un sous-refroidissement. D'accord? Un sous-refroidissement. D'accord? Et bien sûr, disons, la température de refroidissement, c'est en principe CT, bien sûr, c'est T3' moins T3, que j'appelle un sous-refroidissement. Donc, c'est le sous-refroidissement. C'est la température, donc le delta T, température de sous-refroidissement. Alors, bien sûr, pourquoi on fait ce sous-refroidissement? C'est pour améliorer la de performance de votre machine. J'ai allongé un petit peu donc l'échange entre le fluide et les milieux extérieurs. Ça me permet de gagner une certaine énergie supplémentaire pour le local que je veux chauffer éventuellement. D'accord? Donc, ça, c'est la troisième possibilité, d'accord, de tracer de diagramme. Maintenant, on va voir la quatrième et ce sera la dernière. Donc, en fait, je peux effacer, là, j'ai effacé, d'accord? Donc, maintenant, regardez la dernière possibilité, d'accord? J'ai toujours ma ligne là. Alors, la dernière possibilité, c'est que j'associe, disons, la surchauffe et le sous-refroidissement. La surchauffe et le sous-refroidissement. Donc, en fait, je pars, par exemple, d'un point 4 à l'entrée du leurre qui est là. Maintenant, je vais ici, donc j'ai toujours mon point 1' qui se trouve là. Mais je vais plus loin. Je vais plus loin. Donc, en fait, j'ai le point 1 qui est l'entrée du compresseur. Ensuite, je comprime. J'ai mon point 2. Et ensuite, je vais comme ça. D'accord? Jusqu'à une certaine température ici. Donc, je vais avoir le point 3 et je vais avoir le point 3'. Donc, voilà l'évolution. Alors, qu'est-ce que vous voyez la différence de tout à l'heure? Maintenant, j'associe et une surchauffe entre 1' et 1 et j'associe aussi un sous-refroidissement entre 3' et le point 3. Donc, on peut avoir donc en même temps une surchauffe et un sous-refroidissement. D'accord? Donc, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai toujours entre le point 1' et 1, j'ai une surchauffe. D'accord? Et bien sûr, entre le point 3' et 3, j'ai un sous-refroidissement. D'accord? Ce qu'on a. C'est que par exemple, c'est possible. Donc, le premier, c'est simple, ni surchauffe, ni sous-refroidissement. Juste sur l'entrée sur la saturation du compresseur, la sortie du condenseur, c'est à la sortie donc de votre condenseur, donc sur la courbe de saturation.
Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir une surchauffe ici, mais pas sur refroidissement, donc on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, la possibilité d'avoir juste un surrefroidissement sans surchauffe. Et le quatrième, c'est avoir les deux, une surchauffe plus un surrefroidissement. Maintenant, disons le dernier, donc en fait, mais il n'est jamais utilisé, donc ça c'est très mauvais pour la machine. Je vais vous dire pourquoi. Donc je reprends un petit peu donc mon truc comme ça, d'accord. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que je peux avoir? C'est que par exemple, je pars d'un point ici 4 qui est là, d'accord. Je pars d'un point 4 qui est là. C'est l'entrée de l'évaporateur, d'accord. Et ensuite, je reste à l'intérieur. Je ne vais pas jusqu'à la coupe de saturation. Ensuite, je monte jusqu'ici. Et ensuite, je repars dans ce sens. Et ensuite, je redescends, d'accord. Ensuite, je redescends. Donc, j'ai le point 4 qui se trouve ici. Le point 1 qui se trouve à l'intérieur de la courbe. Donc, vous avez du liquide plus de la vapeur. Ensuite, vous avez le point 2 qui se trouve ici. Et ensuite, vous avez le point 3 qui se trouve ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? C'est-à-dire que le point A, c'est l'entrée du compresseur. Mais s'il vous plaît, on a dit toujours que le compresseur doit fonctionner uniquement avec de la vapeur. Alors, si vous injectez ici au point A du liquide avec de la vapeur dans le compresseur, vous risquez tout simplement de l'abîmer, d'endommager votre machine. Donc, il ne faut jamais injecter donc du liquide dans le compresseur. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller directement sur la consommation où on a un minimum zéro liquide, mais on a toujours de la vapeur, mais qui n'est pas surchauffée. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme enthalpique ou pH. Ça, c'est le diagramme enthalpique ou pH que vous voyez ici sur donc sur sur l'écran, c'est le diagramme enthalpique, c'est-à-dire en pression enthalpique. Maintenant, il y a un autre type de diagramme, d'accord, qu'on appelle aussi le diagramme TS. Le diagramme TS, d'accord? Le diagramme TS, il donne les mêmes informations. Donc, cette fois-ci, donc on a premièrement, d'accord, le diagramme pH, et deuxièmement, on peut avoir sur le diagramme TS, d'accord? Alors, pH, c'est pression enthalpie, TS, c'est température entropie, d'accord? Et vous le voyez ici. Vous le voyez ici, d'accord? Le diagramme, si vous voulez, TS. Donc, vous avez ici, c'est les températures, et vous avez ici, en abscisse, c'est les entropies, d'accord? Vous avez l'entropie. Et on va essayer de voir comment tracer le diagramme, si vous voulez, TS, comme on l'a fait pour le diagramme pH. C'est clair? Donc, le diagramme TS, vous le voyez sur l'écran, et c'est à peu près la même, si vous voulez, comment dirais-je, les mêmes informations qu'on va porter sur le diagramme TS, d'accord? Alors, le diagramme TS, donc en fait, j'ai la température, ici en abscisse, et j'ai l'entropie S, donc j'ai l'entropie, d'accord? Et j'ai la température. J'ai la température, d'accord? Voilà. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, par exemple, si j'ai la coupe de saturation que vous voyez là, par exemple, ça c'est le R22. Je parle pour le R22, d'accord? C'est pratiquement, si vous voulez, un liquide qui est utilisé, mais en fait, avant, mais il n'est plus utilisé sur le marché parce qu'il est très toxique et très mauvais pour l'environnement, pour la couche d'ozone, d'accord? Donc, le diagramme TS, qu'est-ce que vous avez? Vous avez toujours la coupe de saturation que vous voyez ici, d'accord? Vous avez la coupe de saturation. Alors, regardez un petit peu avec moi, s'il vous plaît. Donc, la coupe de saturation, c'est cette courbe en noir. C'est cette courbe en noir que vous voyez ici, comme pour le diagramme, disons, pH. Ensuite, vous avez les lignes de température qui sont horizontales. Je vous les lignes de température, les voici les lignes de température. Elles sont là. D'accord? Les lignes de température, bon, donc en fait, elles sont là, les lignes de température. Ce sont des horizontales, tout simplement. D'accord? OK? Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les lignes que vous voyez, ce sont les courbes des entalhages. Alors, bien sûr, avant, qu'est-ce qu'on avait? C'était les courbes des entropies, mais on avait les enthalpies qui étaient en abscisse. Cette fois-ci, on a donc les entropies en abscisse, mais on a les enthalpies donc, qui sont là, les lignes bleues que vous voyez ici. D'accord? Vous voyez les lignes.
D'accord. Maintenant, les lignes rouges. Vous voyez les lignes rouges qui sont là? Les lignes rouges que vous avez ici, c'est les pressions. Les lignes rouges que vous avez, ce sont les pressions. D'accord? Ce sont les pressions. Et bien sûr, les lignes vertes ici, donc, vous avez, c'est quoi les lignes vertes? C'est les volumes spécifiques. D'accord? Le pourcentage, donc c'est les volumes spécifiques. Voilà un petit peu donc le diagramme TS, comment il se présente. On va voir maintenant comment tracer l'évolution d'un fluide frigorigène sur le diagramme TS, comme on l'a fait pour le diagramme pH. D'accord? C'est clair? Donc regardez s'il vous plaît, pour tracer par exemple l'évolution, donc en fait, du fluide frigorigène sur le diagramme pH, qu'est-ce que nous allons faire? Ben, nous allons supposer par exemple, ça c'est le température. Donc on va avoir par exemple une certaine température qui est comme ça. D'accord? On va avoir une certaine température qui est comme ça. Donc je choisis une certaine température T1 à l'entrée de mon évaporateur. À l'entrée de mon évaporateur. D'accord? Et bien sûr, cela suppose aussi que, si vous voulez, donc, je reprends un petit peu, donc, si vous voulez, ce que j'ai ici, donc c'est les lignes de pression. Je vais les tracer en rouge. Je vais les tracer en rouge. Voilà. Comme ça, vous allez les voir. Vous arrivez à les voir, les lignes de pression là? Oui ou non? Est-ce que vous arrivez à les voir? Je vous écoute. Je vais essayer de les tracer en noir. Je vais les tracer en noir pour que vous puissiez les voir. Voilà. Ça, c'est les lignes de pression. D'accord? Ça, c'est les pressions. Et bien sûr, vous savez très bien que, par exemple, en principe, à l'entrée, si vous voulez, de l'évaporateur, donc ça, c'est l'évaporateur. D'accord? On vous donne toujours la température et la pression. D'accord? La température et la pression. Donc, si on me donne la température et la pression, donc la température, la voilà, d'accord? Et par exemple, si on me donne une certaine pression, donc d'entrée au niveau donc de l'évaporateur que j'appelle PE, elle est peut-être n'importe quoi, d'accord? Maintenant, donc je trace jusqu'à ce que je coupe la droite saturation. Ensuite, je choisis la pression. Donc, mais la pression, c'est-à-dire quoi? J'ai cette pression d'entrée qui est ici, d'accord? Et je suppose aussi que j'ai une certaine température de sortie, comme ça. Donc, température de sortie T2, et j'ai une certaine pression, d'accord? J'ai une certaine pression que je vais avoir, d'accord? J'ai une certaine pression que je vais avoir. Donc, supposons par exemple que la pression que je vais avoir, c'est cette pression ici, d'accord? Que je vais appeler, si vous voulez, PS, d'accord? Donc, la pression d'entrée se trouve ici, et la pression, disons, comment dirais-je, que j'ai ici, elle est, d'accord? Allez. Et donc, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je sais que maintenant, donc ça, c'est l'évaporateur. Donc, je vais partir, si vous voulez, selon un certain point, d'accord? Selon un certain point, d'accord, que je vais avoir ici, on va le voir tout à l'heure. Et vous voyez bien que les lignes des enthalpies qui sont bleues là, elles sont à l'intérieur de votre cloche, de la ligne des ionsations liquides. Donc, vous avez les lignes en bleu ici, ce sont les enthalpies, d'accord? Ce sont les enthalpies. Donc, c'est disons, les courbes des enthalpies que j'ai ici. Et donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je pars dans certains points, on va le voir où est-ce qu'on va le placer, d'accord? Ensuite, je pars ici. Donc, ça, c'est pour moi. Je vais mettre le point 1. Je vais mettre le point 1, qui est l'entrée du compresseur. Alors, on avait dit que la compression, comment elle se fait, s'il vous plaît? La compression, comment elle se fait? Comment se fait la compression dans le compresseur? Elle se fait de façon... J'écoute. Abdelraouf, elle se fait comment cette compression dans le compresseur? Est-ce qu'il y a échange de chaleur avec le milieu extérieur? Adiabatique, monsieur. Adiabatique. Ça veut dire quoi? Adiabatique, ça c'est une isentropie. Donc c'est Constant. donc entropie constante. L'entropie constante, donc j'ai S ici, donc ça c'est j'ai S1. Donc la sortie va être la même, il n'y aura pas de changement d'entropie. Donc c'est une entropie. Donc je vais monter
comme ça, verticalement. Je vais monter comme ça, verticalement, jusqu'à ce que j'atteigne la pression de sortie qui est indiquée. D'accord? Donc voilà. Donc, verticalement. Je monte verticalement pour avoir une entropie constante. Et j'ai mon point, par exemple, si vous voulez, un point que j'appellerai c'est la sortie du compresseur que j'appelle le D. D'accord? Cette fois-ci, vous voyez bien que c'est une verticale sur le diagramme TS. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai la température que j'ai ici. Donc, je vais continuer ma courbe ici jusqu'à ce que je coupe la pression de sortie. Et ensuite, qu'est-ce que je vais revenir? Je vais faire comme ça. Donc, je reviens ici jusqu'à ce que je coupe ici. Donc, ça, c'est ce que j'appelle, si vous voulez, un point, disons, 2'. D'accord? Je peux l'appeler le point 2'. Et ensuite, je continue comme ça. D'accord? Je continue comme ça, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un point que je vais appeler 3, qui est la sortie, si vous voulez, de mon condenseur. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, à l'intérieur, vous avez ces courbes des enthalpies qui sont comme ça, d'accord? Les courbes des enthalpies qui sont comme ça, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Disons, la chute, l'enthalpie va diminuer parce que je vais les détendre, d'accord? Et je vais suivre la courbe comme ça. Donc, je vais avoir, si vous voulez, une courbe qui va être comme ça. Donc, le détendeur, ce n'est pas une verticale cette fois-ci, mais il va suivre les H constantes comme ça. Il va suivre les H constantes comme ça, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Mon point 4. Donc, en fait, l'évolution, voilà comment elle s'est faite, d'accord? Voilà l'évolution. Voilà. Et voilà. D'accord? Donc, vous avez, ça c'est l'évaporateur entre le 4 et le 1. Entre le 1 et le 2, c'est le compresseur. Entre le 2 et 2', donc c'est juste, si vous voulez, une baisse, disons, d'enthalpie, donc d'entropie, d'accord? Disons, le liquide commence un petit peu à se refroidir. Et ensuite, il va passer dans le condenseur, il va se condenser. Et ensuite, il va se détendre. Donc, la température baisse, d'accord? Pour passer d'une certaine pression que vous avez. D'accord? Voilà, donc vous remarquez qu'ici, par exemple, à l'entrée du compresseur, c'est une verticale dans le diagramme TS. D'accord? Et bien sûr, la détente ne se fait plus verticalement, comme on l'a vu pour le diagramme pH, mais elle se fait selon les H constantes. Ça, c'est les enthalpies H. Donc, et ça, c'est les H. Donc, vous suivez les enthalpies constantes jusqu'à vous arriver à l'entrée donc de votre évaporateur. Voilà comment, si vous voulez, se fait l'évolution du fluide frigorigène sur le diagramme TS que vous voyez ici. D'accord? Et donc, en fait, regardez. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Donc, si je prends, par exemple, un certain point ici, donc, je place mon point ici, d'accord? Pour une certaine température, par exemple, de 20 degrés. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je trace une droite horizontale comme ça, jusqu'à ce que j'arrive ici, la droite de saturation. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, si j'avais, par exemple, une température donc, du condenseur qui est à 80 degrés, donc je vais, bon, c'est pas une droite, mais je vais essayer de la tracer correctement, d'accord? Donc, regardez. Donc, ici, je vais tracer juste une droite, par exemple, à 80 degrés, d'accord? Je trace une droite comme ça, et j'arrive. Donc, je continue comme ça, je continue, et j'arrive, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, je monte verticalement, donc, ce que j'ai ici, d'accord? Supposons, donc, je monte verticalement ici, je trace à droite, d'accord? Et je monte verticalement comme ça, d'accord? Bon, je vais essayer un petit peu, donc je monte verticalement, c'est pas tout à fait vertical. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bon, vous voyez un petit peu, bon, c'est pas facile de tracer ça parce que je me suis trompé, mais le diagramme, il est là, s'il vous plaît, d'accord? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Comment tracer l'évolution du fluide frigorigène sur le diagramme TS? Donc, ça, c'est entre le point 1 et 2, c'est la compression verticalement, d'accord? OK? Entre le point 4, c'est toujours l'évaporation, c'est l'évaporateur. Entre le point 2' et 3, d'accord? C'est quoi? C'est donc la condensation. Entre le 3 et le 4, c'est la détente, tout simplement. OK? Même ici, alors vous voyez bien ici que je me suis
suis arrêté sur la courbe de saturation ici, et je me suis arrêté sur la courbe de saturation ici. Donc, en fait, qu'est-ce que je peux faire aussi? Donc, en fait, je peux aussi faire une surchauffe, et je peux faire aussi un surrefroidissement. Alors, justement, lorsque on fait la surchauffe et le surrefroidissement, donc on sort de ce côté, et on sort de ce côté. Et donc, en fait, si je devais faire, par exemple, une surchauffe ou un surrefroidissement, donc je vais continuer comme ça. Je vais continuer jusqu'ici. D'accord? Je vais le tracer en vert. Donc, je continue jusque-là. Et je vais avoir, si vous voulez, un point 1'. OK? Je vais avoir un point 1'. Je vais essayer de le tracer en rouge. Donc, je vais avoir un point 1'. Et ensuite, je monte verticalement comme ça, jusqu'à ce que j'obtienne un point que je vais appeler 5. D'accord? Comme ça. D'accord? Je vais appeler 5. Ensuite, je redescends comme ça. D'accord? Jusqu'à un point 2'. Ensuite, je repars comme ça, jusqu'à, par exemple, un certain point 6 que je vais appeler ici. Et ensuite, je repars comme ça. D'accord? Je repars comme ça, d'accord? OK? Bien sûr, il faudrait quand même que j'arrive à ce point-là. Voilà. Et je vois donc que je vous allez un point 7 qui se trouve ici. D'accord? J'ai un point 7. Mais en fait, ça se fait pas comme c'est normalement comme ça. Mais en fait, je dois suivre, si vous voulez, la courbe de saturation. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais partir dans ce sens. Je suis la courbe de saturation comme ça, pour repartir et revenir dans ce sens. Donc, ce que vous voyez en rouge, ici, donc c'est, donc, entre le point 1 et le 1', c'est la surchauffe. Entre le point 3 et le point 6, ici, vous avez ce qu'on appelle le sous-refroidissement. Ce qu'on appelle le sous-refroidissement, d'accord? Etc. Et bien sûr, on peut éventuellement partir dans ce sens. Donc, on va sous-refroidir donc le liquide avec tout en ayant, si vous voulez, un liquide sous-refroidi. D'accord? C'est clair? Donc, même dans le diagramme TS, on peut appliquer la surchauffe qui est là, et on peut appliquer aussi là le sous-refroidissement qui se trouve ici. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, là? Est-ce que c'est clair? Donc, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, il y a plusieurs types de diagrammes pH. Il y a aussi plusieurs types de diagrammes TS, d'accord, selon qui est ni surchauffe, ni surrefroidissement. On peut avoir surchauffe sans surrefroidissement, ça c'est le diagramme pH. On peut avoir aussi éventuellement surrefroidissement sans surchauffe, et on peut avoir aussi le tout, d'accord? Donc, surchauffe plus surrefroidissement. Alors, ce qu'il faut retenir, la surchauffe permet d'améliorer le rendement de la machine frigorifique en mode froid. Le surrefroidissement permet d'améliorer le rendement de la machine en mode chaud. C'est clair? Vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? J'écoute. J'écoute. J'écoute, s'il vous plaît. C'est clair, monsieur. C'est clair, très bien, merci. Donc maintenant, regardez ce qu'on va voir. Donc en fait, vous n'avez pas de questions à poser, s'il vous plaît? Non. Bon, on va voir maintenant, donc on va continuer, pour ça c'est des choses importantes, d'accord? Ce qu'on appelle le froid commercial et les chambres froides, d'accord? Les chambres commerciales et les chambres froides. Alors, bon, à quoi ça sert une chambre froide, s'il vous plaît? À quoi ça sert une chambre froide? J'écoute. À quoi c'est, qu'est-ce que c'est qu'une chambre froide? Vous connaissez pas les chambres froides? Le frigidaire, c'est quoi? Non, voilà, une chambre froide, donc en fait, c'est qu'on peut stocker, on peut stocker disons, des choses à l'intérieur. N'est-ce pas? Voilà, merci. Donc, au moins donc, voilà, donc en fait, les champs, le froid, donc disons le froid. Donc, vous avez donc, on va voir la description de l'installation. D'accord? Alors, vous avez donc les principes de cycle frigorifique, on les a vus, les machines, on va les voir, et les champs froids, donc l'exploitation d'une installation. D'accord? Et bien sûr, regardez maintenant, s'il vous plaît. Donc, quel type de chambre froide
on peut avoir, s'il vous plaît? Alors, l'application, par exemple, des chambres froides. Donc, vous avez, par exemple, toutes ces, disons, ces paramètres qu'il faut mesurer, qui sont là. Donc, les températures de fonctionnement condensé à l'évaporateur, les cycles de dégivrage. Alors, qu'est-ce que ça peut être le cycle de dégivrage, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça peut être le cycle de dégivrage? C'est quoi un cycle de dégivrage? Est-ce que vous avez remarqué en été, par exemple, dans votre, disons, split system, dans votre split system, éventuellement, l'unité intérieure commence disons, à déverser de l'eau de temps en temps. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a formation, le givrage, lorsque vous avez formation de glace au niveau de votre évaporateur, ce qu'on appelle, il y a du givre. Il y a du givre. Donc, il y a du givre, le givre, c'est quoi? Donc, en fait, c'est de l'eau qui commence à se condenser, et éventuellement même de la glace qui se trouve au niveau de votre évaporateur, et l'eau, elle va commencer à se déverser. Donc, à ce moment, lorsque vous avez du givre sur l'évaporateur, le rendement va être très mauvais, et la machine risque de ne pas avoir de bonnes performances. D'accord? Bon, la gestion des variations de fréquence, donc en fait, c'est l'utilisation des chambres, etc. Maintenant, la gestion des chambres froides, on va le voir par la suite. Et bien sûr, la sonde des utilisations, comment utiliser les chambres froides d'une manière générale. Donc maintenant, les solutions de cadre de renouvellement, donc le choix de la structure des chambres froides, le choix du fluide frigorigène, d'accord, frigorifique, et les systèmes de dégivrage, et donc en fait, autre chose. Et maintenant, en fait, ces machines sont utilisées, donc en fait, soit pour la production de chaleur, soit pour le froid, et etc. OK? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, voyez un petit peu donc, les types de chambres froides que nous pouvons trouver dans les applications que nous allons. Alors, bien sûr, vous avez les types de chambres froides de stockage, de stockage, donc en fait, aussi d'exposition, les armoires que vous voyez donc chez les bouchers, chez les pâtissiers, chez tout ce que vous voulez. Ça, c'est des applications d'espace froid ou de chambres froides d'une manière générale. D'accord? Alors, bien sûr, regardez, donc, ce que vous voyez ici, donc, en fait, vous avez des chambres, ce qu'on appelle des chambres froides, mais aussi des chambres de congélation. Alors, quelle est la différence entre chambre froide et chambre de congélation, s'il vous plaît? Une chambre Quelle est la froide, différence? la température peut... C'est-à-dire qu'il n'y a pas Oui, de congélation, il n'y a pas de... enfin, Je crois qu'il met le en fait, congélateur, monsieur. une chambre froide, voilà, une chambre froide, généralement, c'est quoi? C'est les températures à l'intérieur de votre espace, elles sont positives, d'accord? Voilà. Donc, chambre froide, d'accord, chambre froide, ce sont des températures relativement basses, mais elles restent toujours positives, n'est-ce pas? Donc, c'est la température, elle est basse, mais elle est toujours positive, n'est-ce pas? Maintenant, pour les chambres de congélation, c'est la température, elle peut être négative. La température est carrément négative, d'accord? Et vous allez voir que, par exemple, tout à l'heure, donc les chambres froides, on peut descendre jusqu'à moins 18, jusqu'à moins 20 degrés, d'accord? OK? Moins 18 jusqu'à 20 degrés Celsius. Alors, pour les chambres froides, tout simplement, les températures, c'est un peu plus Celsius, d'accord? C'est clair? Donc, les chambres froides, elles ont des températures positives. Par contre, si vous voulez, les chambres de congélation, elles ont des températures négatives qui peuvent aller, disons, jusqu'à moins 18. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est bon là? On continue? Très bien. Bon, donc en fait, on avait parlé tout à l'heure, donc en fait, donc des chambres froides, donc il y a toujours chambre froide, c'est froid positif, donc c'est plus 4 degrés. Si en fonction du volume, bien sûr, vous avez ici juste un petit tableau, d'accord, en disant des températures des chambres froides qui peuvent être par exemple plus de degrés. Vous avez température d'évaporation qui est de moins 5 degrés, d'accord. Ensuite, vous avez donc température ambiante 32 degrés éventuellement. Donc ça c'est une application du réfrigérant, le R134K. Donc vous avez les caractéristiques. Donc vous avez par exemple une chambre froide selon le volume que vous voyez ici, vous avez ici la puissance de la machine que vous devez installer tout simplement. D'accord? Bon, ça juste des données, donc ça ne nous intéresse pas. Maintenant, ce que c'est surtout la description, donc la description de l'installation.
Description du cycle frigorifique, le principe. Donc, on vient juste de voir qu'en principe, vous avez deux types d'évolution. Donc, vous avez le premier sur le diagramme des frigoristes qu'on appelle le log pH. Donc, c'est le diagramme pH, d'accord? Pression enthalpie. Vous avez le diagramme que nous avons vu tout à l'heure. Donc, en fait, c'est le diagramme TS, ce qu'on appelle température entropie. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est le diagramme température entropie que nous avons vu. Vous voyez, donc maintenant, nous avons, par exemple, dans ce diagramme, pour le R134A que vous voyez ici, donc le R134, voici son diagramme, si vous voulez, de Mollier. Donc, en fait, de l'évolution, comment, pour le R134. Donc, vous avez ici, donc c'est la pression, ici, en ordonnée. Donc, vous avez la pression ici, d'accord? Et ici, vous avez, l'enthalpie. Donc, vous avez l'enthalpie. Et on vous montre un petit peu, donc, l'évolution, par exemple, pour une certaine application, comment évolue le fluide sur le cycle, sur le diagramme pH. Donc, vous partez toujours, donc, en fait, d'un point 4 qu'on avait dénommé tout à l'heure, qui est là, d'accord? Donc, vous avez un certain point 4 qui se trouve ici. Donc, c'est l'entrée de l'évaporateur. Et donc, le liquide se trouve, par exemple, à un bar moins 25 degrés, d'accord? Ensuite, vous avez évaporation, d'accord? Et la sortie, par exemple, si vous voulez, de votre évaporateur, c'est 1 bar, donc, et moins 10, d'accord? Alors, il était à moins 25, il se retrouve à moins 10. Il s'est surchauffé de toute façon, même si la température est... Donc, vous avez du gaz, d'accord? Donc, le liquide, vous avez du gaz. Ensuite, vous avez la compression ici, où le gaz va se comprimer et il va passer jusqu'à 10 bars et pratiquement, si vous voulez, 65 degrés. Ensuite, vous avez entre le point, donc ça, c'est le point qu'on avait dénommé le point 2, d'accord? Ça, c'est le point 2, pardon. D'accord? Et ensuite, vous avez la condensation qui se fait jusqu'à pratiquement la température va passer à 30 degrés. Et bien sûr, vous avez toujours la pression donc, qui va être, donc ça, c'est le point 3, d'accord? Ça, c'est le point 3 que j'ai ici. Donc, toujours, la pression est toujours importante. Et ensuite, vous passez le point 4, où la pression passe de 10 à... Vous voyez un petit peu? Donc, vous regardez, donc en fait, on a vu tout à l'heure, donc ça, c'est un point qui est là. Donc, si je marque le point 1' ici, donc dans ce diagramme, j'ai tout simplement une surchauffe entre le point 1 et 1', d'accord? Et aussi entre, si vous voulez, ce point-là, donc normalement, j'ai un point 3' qui se trouve ici, d'accord? J'ai un point 3' qui se trouve ici, d'accord? Et j'ai un sous-refroidissement entre le point 3' et le point 3, tout simplement. Voilà un petit peu, donc ça c'est un diagramme complet, donc en fait, le quatrième type qu'on a vu. Donc on voit l'évolution, si vous voulez, du flux frigorigène, le R130, pour une certaine application que nous avons, bien sûr, d'accord? Et donc voilà, donc vous avez le diagramme de le log de P, donc vous avez la pression, parce que pourquoi log de P? La pression elle n'est pas en bas, c'est log de la pression. Donc ça s'appelle, si vous voulez, un diagramme semi-logarithmique. Donc voilà, diagramme pH pour le type de réfrigérant qui est le R134. C'est clair, s'il vous plaît, là? Est-ce que vous avez des questions à poser? À poser. Bon, alors maintenant, regardez, ça c'est le diagramme. Maintenant, voici le diagramme, si vous voulez, TS, qu'on avait tout à l'heure aussi, pour le même. Alors bien sûr, ici, vous avez directement, donc on part toujours de 1 bar moins 25, donc vous avez toujours votre point 4' qui se trouve ici, d'accord? Ensuite, vous passez directement, donc en fait, l'évaporation. Alors, s'il n'y avait pas surchauffe, on se serait arrêté là, et on va monter directement, d'accord? Bien sûr, vous avez une certaine pression qui est ici en rouge, d'accord? Le fait qu'il y ait, si vous voulez, surchauffe, donc ça c'était mon... On va pas... Donc, ensuite, on monte verticalement ici, donc la compression. Ensuite, ça c'est la sortie, donc c'est l'entrée du... Donc disons, comment dirais-je, la pression reste la même, d'accord? Maintenant, on commence un petit peu, si vous voulez, disons, à diminuer de 85 jusqu'à une certaine valeur de 30 degrés. Ensuite, on revient ici. Donc, normalement, s'il n'y avait pas de surrefroidissement, on reviendrait comme ça. Donc, on va sur la coupe des pH comme ça. Donc, jusqu'à avoir l'entrée qui se trouve ici. Mais comme nous avons un surrefroidissement, donc les conditions sont fixées. Donc, je vais partir dans ce sens. Soit je peux, par exemple,
aller directement sur la saturation comme ça jusqu'à ce que j'arrive ici. Et ensuite, je trace selon les H constantes et je vais revenir au point 4. Vous avez un petit peu maintenant, donc, ce document. Est-ce que je vous ai envoyé ce document? Je vous l'ai envoyé, oui? Oui, monsieur. Très bien. Donc, vous pouvez le voir, donc on le reprend. Et donc, voyez un petit peu donc les deux types de diagrammes que l'on peut tracer, soit pH, soit TS. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions à poser avant d'aller plus loin, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? Pas de questions. Donc, on continue. Donc, maintenant, donc, voici un petit peu donc la machine frigorifique. La machinerie, elle est quoi? Vous voyez un petit peu, donc, la machine, elle est là. Donc, vous avez toujours un compresseur. Le compresseur, il est là. D'accord? Et voyez un petit peu, donc, l'évolution, comment elle se fait selon la machine. Donc, vous avez votre compresseur qui est là, donc, schématiquement. Mais réellement, il est quoi, le compresseur? D'accord? Le compresseur est ici. Donc, vous avez un petit, donc, vous avez votre évaporateur, donc le liquide il passe comme ça, donc regardez, il commence à liquide avec vapeur, tac tac, en bas il revient carrément vapeur. Donc ici, il est en sous forme de vapeur, il est comprimé dans le compresseur, il sort vapeur et ensuite excelle sur le détendeur, c'est juste un petit fil de diamètre très petit qui est enroulé sur lui-même pour détendre le dent. Et voici donc le diagramme qu'on a vu tout à l'heure, tout simplement, donc le diagramme pH. Ok? C'est bon? La machine un petit peu comment elle est faite. Alors, la cloche noire que vous avez ici, donc la cloche à vie, c'est ça le compresseur. Ça, le compresseur, ça c'est hermétique. Vous avez différents types de compresseurs. Vous avez des compresseurs hermétiques, c'est-à-dire qui sont complètement fermés. Je pense que vous les avez vus avec M. Ahmed. Et vous avez aussi disons des compresseurs semi-hermétiques, donc on peut démonter. Ce type de compresseur, lorsqu'il s'arrête, on ne peut plus le réparer. On jette, disons, et on change la cloche, ce qu'on appelle une cloche. Lorsque vous avez disons les compresseurs semi-hermétiques, on peut les réparer, d'accord? Vous avez bien sûr les compresseurs ouverts. À ce moment-là, vous avez par exemple le compresseur, il est seul, et le moteur, disons, de traction, il est seul aussi, ils sont séparés, d'accord? Il peut être entraîné par des courroies, etc. C'est clair, s'il vous plaît? Oui? Oui? Voilà la machine, donc comment elle est faite. Donc vous avez le compresseur, vous avez différents, disons, de condenseurs, etc. Alors, ce que vous voyez ici, il y a de la boîte noire aussi, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la bouteille de liquide. C'est pour récupérer le liquide, lorsqu'il se condense, on le récupère, tout simplement. Agda? OK? C'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, Donc, monsieur. maintenant, très bien. Donc, voilà, maintenant, on a vu la machine elle-même. Donc, le condenseur, le compresseur, l'évaporateur et les détendeurs. Maintenant, le principe, on va étudier élément par élément. Donc, on va étudier maintenant l'évaporateur, le principe disons, de l'évaporateur. Le principe de l'évaporateur, c'est que, par exemple, vous avez un entrée liquide qui rentre ici. Donc, il est là. Donc, c'est le point ici que nous avons. Ensuite, il va passer dans l'échangeur de chaleur, tac, 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 jusqu'à ce qu'il s'évapore au point 7, il devient gaz complètement. Ensuite, éventuellement, on peut avoir une surchauffe. D'accord? On peut avoir une surchauffe entre, si vous voulez, le point 7 et le point, c'est vers la sortie, donc, en fait, de votre évaporateur. Donc, généralement, on peut s'arrêter là. D'accord? Alors, surchauffer, c'est-à-dire que l'échangeur, on va l'allonger un petit peu, tout simplement. Alors, vous avez, par exemple, de l'air. Vous voyez l'air qu'ici? L'air qui, par exemple, qui passe, vous avez un ventilateur qui va pousser l'air au travers de votre évaporateur. Donc, l'air, il rentre, par exemple, si vous voulez, à plus 20 degrés et il ressort à moins 10. Ça veut dire quoi? Qu'il a cédé de la chaleur. Et cette chaleur, elle a été prise par le fluide frigorigène, tout simplement. C'est pour ça qu'il s'évapore. OK? Donc, ce qu'on appelle le mode sec, le plus courant, le mode sec, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, vous avez le point A, vous avez, par exemple, si vous voulez, juste à la limite. D'accord? OK? Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est le principe de fonctionnement de votre évaporateur. Ah, bien sûr, l'évaporateur, donc, vous voyez un petit peu votre machine d'évaporateur. Vous avez juste un échangeur, c'est les tubes, un échangeur. Vous avez deux types ici. Alors, vous avez le ventilateur là qui va souffler l'air au travers de cet échangeur, comme on l'avait dit. Échangeur. Et bien sûr, il va y avoir cherche de champ entre le flux et l'air du local où vous êtes. Un autre type, vous avez ici plusieurs ventilateurs. Vous avez plusieurs ventilateurs ici, et vous avez la sortie de l'air qui va sortir de ce côté. Donc, l'air, il va rentrer de ce côté, il va sortir de ce côté. Et là, l'air va rentrer de ce côté, il va sortir de ce côté. D'accord? Ça, c'est le principe classique, donc, en fait, de votre évaporateur.
OK? Maintenant, le principe de la compression, c'est juste donc, en compresseur. Donc, vous avez la vapeur qui rentre ici à une certaine température, bien sûr froide, d'accord? Et ensuite, il va y avoir compression entre le point 1 et le point 2, donc 1 et 2. Donc, la pression va augmenter tout simplement. Et voilà comment on la représente tout à l'heure, d'accord? C'est une augmentation de la pression et bien sûr, la température aussi augmente, d'accord? Ça, c'est la consommation électrique. Donc, en fait, c'est ça l'énergie que l'on fournit à notre machine, donc par le biais du moteur électrique du compresseur. Et donc comment dirais-je, les différents types de compresseurs, vous avez donc en fait des compresseurs à piston. Donc, c'est juste comme un moteur de voiture. Vous avez un moteur de voiture. Vous avez ce qu'on appelle, c'est donc les compresseurs scroll, d'accord? Et les compresseurs à vis. Ça, c'est différents types. Par exemple, scroll, c'est que vous avez, par exemple, ici, le scroll que vous avez. Donc, rotatif, ce qu'on appelle rotatif scroll. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, un mouvement alternatif du piston qui va tourner dans ce sens, scroll, c'est une vis qui va tourner comme ça. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à aller voir sur Internet, disons, le principe de fonctionnement d'un compresseur à piston, d'un compresseur scroll et d'un compresseur à vis. Alors, le compresseur à vis, d'accord, il y a d'autres types, donc ce qu'on appelle une vis sans fin, d'accord, qui va essayer donc donner le mouvement au fluide, d'accord. Donc les principaux, donc à piston, ce qu'on appelle alternatif, scroll rotatif et à vis aussi rotatif. Allez voir sur Internet le principe ou bien demander à monsieur Ahmed Ahmed, d'accord. Voilà un petit peu les types de compresseurs. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, dans nos frigidaires, vous avez quoi? Vous avez la boîte noire, que vous avez ce qu'on appelle une cloche, ce qu'on appelle un compresseur hermétique, d'accord? Maintenant, ici, vous avez un compresseur semi-hermétique, avec le compresseur est là, d'accord? Et bien sûr, vous avez son moteur électrique qui est attaché dessus. Donc, vous avez le moteur électrique qui est là, ça c'est le moteur électrique, et vous avez votre compresseur qui est là, avec le compresseur. C'est des petites machines, tout simplement, d'accord? Ça, bien sûr, lorsque l'application n'est pas importante. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à aller sur Internet et voir le site www.copland, ok, copland.com. Vous allez voir les différents types de Copland, donc les compresseurs de Copland, comment ils sont faits. Alors, bien sûr, vous avez plusieurs types de compresseurs. Moi, je parle de la marque Copland, quand même, qui est le leader mondial, si vous voulez, des types de compresseurs. OK? Et donc, en fait, vous avez donc les compresseurs qui sont là. Bon, là, bien sûr, maintenant, le principe du condenseur, le condenseur, c'est quoi maintenant? C'est juste un échange de chaleur. Donc, on revient, donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc, la vapeur rentre dans le condenseur qui commence à se condenser jusqu'à avoir du liquide uniquement. Donc, nous étions au point 2, d'accord, surchauffé. Alors là, au point 3, donc déjà, elle commence un petit peu à se condenser. C'est les premières gouttelettes qui apparaissent. Ensuite, vous allez, si vous voulez, avoir donc à ce point-là 4, vous avez entièrement du liquide qui se trouve ici. Et ensuite, on sous-refroidit un petit peu le liquide, éventuellement, si on le désire. Donc, voilà un petit peu le principe du condenseur. C'est juste un échange de chaleur qui va faire passer le fluide réfrigérant, d'accord, à quoi? En liquide. Et bien sûr, il est refroidi par air. Donc, vous avez l'air qui est peut-être à 20 degrés, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Eh ben, vous avez ici donc de l'air qui va se réchauffer parce qu'il va prendre, si vous voulez, cette chaleur et l'évacuer vers l'extérieur. C'est le principe des grillages des anciens réfrigérateurs qui se trouvent derrière votre réfrigérateur. Donc, ils sont chauds. Ça, c'est le condenseur de votre réfrigérateur. D'accord? Voilà un petit peu donc les types de condenseurs. Ils sont placés toujours à l'extérieur. D'accord? C'est comme le split system que nous avons. L'évaporateur, il se trouve à l'intérieur et le condenseur, il se trouve à l'extérieur. Bien sûr, ici, vous avez un échangeur, vous avez un certain type. Vous avez l'échangeur, il est là. L'air, il va rentrer de ce côté et il va ressortir de ce côté. D'accord? Et bien sûr, vous avez le ventilateur là, qui se trouve ici, qui va le pomper, donc il va le forcer à passer au travail. D'accord? Voilà les différents types de condenseurs que nous avons. OK? C'est bon, s'il vous plaît? Et ensuite, vous avez donc le principe de la détente, les détenteurs qui sont ici. Le principe de la détente, en fait, bien sûr, vous avez du liquide, mais il est à donc vous avez très haute pression, donc vous avez 13 bars. D'accord? Et elle se fait pratiquement verticalement. OK? Ensuite, vous avez le détendeur hydraulique.
Soit vous pouvez avoir, par exemple, détendre la membrane. Ici, c'est juste un petit serpentin. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un serpentin? C'est un tube avec un petit diamètre, très très petit, avec une grande longueur, et qu'on enroule. On enroule pour faire disons, occasionner des pertes de charge lorsque le liquide passe dans ces petits, disons, ce petit, disons, tuyau de diamètre très fin et de longueur assez importante. OK? Maintenant, les chambres froides. En arrivant un petit peu maintenant aux chambres froides. Donc, les chambres froides. Donc, toute cette machine que nous avons vue, elle va être utilisée soit pour produire du froid, soit pour produire de quoi? De la chaleur, tout simplement. D'accord? Et le principe du froid, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, donc vous pouvez l'utiliser soit pour avoir des chambres froides positives, donc soit pour avoir des chambres froides négatives pour la congélation. Bien sûr, les chambres froides, donc en fait, ça dépend de leur taille et bien sûr la température de fonctionnement. Alors, vous avez la positive, c'est surtout pour les produits laitiers, les viandes, légumes, etc. Et la négative, c'est surtout pour la congélation. Alors justement là, lorsque vous avez une chambre froide, c'est-à-dire que tout ce que vous allez stocker à l'intérieur ne va pas durer trop longtemps. Donc vous allez peut-être pendant un ou deux jours et vous consommez vos produits que vous avez mis dans votre chambre positive, froide positive. Maintenant, pour la chambre froide négative, c'est-à-dire que vous allez stocker des aliments ou disons des produits et vous devez les conserver pendant un certain temps. D'accord? Vous pouvez congeler par exemple de la viande, disons du poisson, tout ce que vous voulez. D'accord? Et bien sûr, vous savez très bien qu'en principe, selon le type de produit, le temps de congélation sont différents. D'accord? Les temps de congélation sont différents selon le type de produit. Est-ce que c'est clair? Oui? C'est clair, s'il vous plaît? Oui? Donc maintenant, regardez, vous avez les chambres de congélation. Vous avez des armoires qui sont très, très petites, d'accord, les types de frigidaires, ou un peu plus grands. Vous allez mettre les chambres froides bâties qui sont pour entreposer, donc comme on le fait chez nous, la pomme de terre, les oignons, les raisins, tout ce que vous voulez, d'accord? OK? Voilà donc la description d'une installation, ce que vous avez ici. Donc, vous avez toujours la chambre froide, vous avez ici l'évaporateur, éventuellement, vous avez vous stockez vos produits, vous avez un indicateur de température toujours. Donc, ça, c'est une chambre froide, tout simplement. C'est toujours positif, supérieur à 0. Vous devez toujours avoir, si vous voulez, cette indication que vous avez. D'accord? C'est clair? Oui? On continue. Donc, voyez un petit peu, on avait parlé de la notion de dégivrage. Regardez ce que vous avez, s'il vous plaît. Donc, lorsque vous faites fonctionner votre disons, machine, il se trouve qu'à un certain moment, vous avez formation de glace. La glace. Vous voyez la glace qui se forme ici? Vous avez la glace qui se forme sur votre évaporateur. Allez, vous avez la glace qui va se former. Bien sûr, l'origine du givre, le givre, c'est quoi? C'est la glace qui se forme sur votre évaporateur, sur l'échangeur. Elle est due à l'air, donc elle est due à l'eau qui est contenue dans l'air. Tout à fait normal parce que l'air est humide. Vous avez automatiquement lorsque les températures deviennent négatives, vous avez automatiquement donc une formation de glace. Bien sûr, les conséquences de ce givre de la glace, elles diminuent donc en fait l'efficacité de votre compresseur, donc de votre évaporateur, donc la machine ne va pas fonctionner correctement. D'accord? OK? C'est clair? Et donc en fait, il va falloir, si vous voulez maintenant, enlever cette glace, donc ce qu'on appelle le dégivrage, le cycle de dégivrage. C'est-à-dire qu'à un certain moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter carrément, donc, lorsqu'on voit qu'il y a formation de glace importante, on va arrêter la machine et on va souffler tout simplement de l'air chaud, ou là, par exemple, si vous voulez, on va, disons, souffler juste de l'air disons, du local que vous avez, d'accord? OK, ou là, on va chauffer, c'est, disons, cette batterie de cet échangeur à une température donc, qui est supérieure à 0 degré, d'accord? Soit par des résistances électriques, soit en utilisant les gaz chauds des compresseurs, donc on va faire fonctionner donc l'air, disons, qui sort du compresseur, donc en fait, parce que le corps il est chaud, et on va l'envoyer sur l'évaporateur. Soit par aspersion d'eau, c'est qu'on va mouiller l'évaporateur en injectant avec un tuyau de l'eau tout simplement pour faire fondre cette glace tout simplement. D'accord? Une fois ensuite qu'on a fait le dégivrage ici, on remet toute, disons, la machine en route, etc. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu la notion de dégivrage.
elle est très importante. Alors, bien sûr, le dégivrage, il peut être soit manuel, d'accord, soit automatique, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut programmer, donc en fonction, si vous voulez, on mesure certains paramètres de notre installation, et bien sûr, lorsque le givre devient important, la machine s'arrête automatiquement, et on va allumer, si vous voulez, soit un ventilateur pour passer de l'air chaud à travers, disons, l'évaporateur pour faire fondre toute cette glace, ou bien on va chauffer carrément disons, votre évaporateur pour éliminer toute cette glace qui s'est formée. Donc, le dégivrage, il peut être, si vous voulez, automatique ou manuel. C'est bon? C'est clair? Alors, dans maintenant les catégories de réfrigérants, donc, comme on les a vus, donc les catégories de réfrigérants. Donc, vous avez ce qu'on appelle les réfrigérants halogéniques, d'accord? Ce qu'on appelle les CFC. Ce qu'on appelle les carbofluorochlores, d'accord? Les fluorocarbones. Les chlorofluorocarbones, d'accord? Donc maintenant, vous avez les HCFC. Donc vous avez vous avez de l'hydrogène, donc vous avez du carbone, et vous avez du fluor, et vous avez du chlore. Vous avez maintenant les HFC. Alors bien sûr, comme je vous avais dit la dernière fois, donc en fait, s'il vous plaît, donc en fait, ces fluides frigorigènes, en fait, ils sont de la famille, donc c'est pratiquement, si vous voulez, c'est des hydrocarbures. C'est des hydrocarbures du type CNM. Bon, ça peut être tout n'importe quoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, vous avez par exemple, si vous éliminez donc en fait le H, vous allez trouver par exemple, donc vous allez ajouter au carbone ici, vous allez éliminer tout ça, et vous allez avoir par exemple le carbone qui va être ici, d'accord? Vous allez ajouter du fluor, et vous allez ajouter éventuellement du chlore qui est ici, d'accord? Vous avez du chlore, donc qui est ici, d'accord? Vous avez du chlore. Et bien sûr, maintenant, donc, il faut quand même que, lorsque vous avez, par exemple, si vous prenez un méthane sur du CH4, d'accord? Donc, vous allez carrément éliminer les 4 atomes d'hydrogène et vous allez remplacer par 4 atomes, par exemple, si vous voulez, donc par exemple, par deux atomes de chlore et 2 atomes de fluor et de chlore. Donc, vous avez, par exemple, vous allez avoir quoi? Carrément c'est quoi? CF2, Cl, d'accord? Voilà un type, par exemple, de CFC que l'on peut trouver donc dans les machines que nous pouvons utiliser. Alors, bien sûr, ça, c'est de la dénomination chimique. Et bien sûr, lorsqu'on va voir, par exemple, la dénomination, donc, en fait, commerciale, que vous voyez ici, par exemple, d'accord? Ça, c'est les CFC. Maintenant, les réfrigérants naturels, donc, vous avez aussi, si vous prenez de l'ammoniac, donc, vous avez les hydrocarbures, donc, c'est le propane, butane et l'isobutane, ils peuvent utiliser comme, si vous voulez, fluide réfrigérant. Vous avez aussi de l'ammoniac. L'ammoniac, qu'on avait appelé, c'est le NH3, et ça, c'est la dénomination chimique, et vous avez la dénomination conventionnelle, ce qu'on appelle le R717. D'accord? Vous avez le gaz carbonique, le CO2, qui est utilisé, si vous voulez, dans le domaine du froid, d'accord? Mais il est compliqué parce qu'on a besoin des pressions assez importantes pour le faire fonctionner. Et vous avez donc, chimiquement, c'est le CO2, mais commercialement, on l'appelle le R740. Alors justement, on va voir par la suite comment passer de la dénomination chimique à la dénomination commerciale, etc. D'accord? Vous avez de l'eau. De l'eau, on l'appelle chez nous normalement, communément, c'est le H2O. Ça, c'est le chimique, mais la dénomination commerciale, ce qu'on appelle le R740. D'accord? Ben, elle est peu utilisée parce que ça n'offre pas d'intérêt pour nous. D'accord? Elle est peu utilisée comme fluide. On peut l'utiliser, mais en fait, elle est peu utilisée. Alors, bien sûr, maintenant, vous allez voir l'impact sur l'environnement, donc les histoires d'ozone, etc. Ça, vous allez faire une lecture par vous-même. On n'a pas besoin d'aller dans ce sens. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Oui? Oui? Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions à poser? Clair, monsieur, c'est clair. Vous avez compris. Alors, je vous laisse le soin maintenant de continuer la lecture. Donc, parce que par la suite, vous avez certainement des choses qui vont un petit peu vous renseigner un petit peu, d'accord? Comment fonctionne réellement la machine, etc. D'accord? Vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions? Alors, s'il vous plaît, pour bien comprendre la machine, essayez de vous renseigner sur Internet quel est le type de compresseur, quel est le type d'évaporateur, quel est le type, si vous voulez, comment dirais-je, de quoi? De condenseur, d'évaporateur et de détendeur. Ah, maintenant, s'il vous plaît, le but de tout ça, vous savez bien que chaque élément, il faut le dimensionner.
Et dimensionner, disons, chaque élément, il faut savoir prendre ce qu'on appelle, si vous voulez, comment dirais-je, un bilan énergétique. Au niveau de chaque étape que vous avez. Donc, le bilan énergétique, c'est quoi? C'est, par exemple, le bilan énergétique au niveau de l'évaporateur, d'accord? Le bilan énergétique au niveau du compresseur, le bilan énergétique au niveau du condenseur et le bilan énergétique au niveau du détendeur. Donc, il faut savoir faire donc, ça. Alors, pour faire ce bilan énergétique, il faut absolument, d'accord, que vous sachiez comment tracer l'évolution du fluide frigorigène sur le diagramme pH ou sur le diagramme TS. Si vous faites un mauvais tracé, ben, il y a de fortes chances que vous vous trompiez pour dimensionner les différents éléments. D'accord? Alors, je vais vous envoyer un exercice corrigé que je vais faire, d'accord? Et vous allez comprendre bien la chose, comment faire le bilan énergétique. Alors, je pense que je vous avais donné aussi un exercice, n'est-ce pas? On avait commencé la dernière fois. Je vous demande de le continuer, d'accord? Comme ça, la prochaine fois, on va le voir et on va ajouter un autre exercice avec. C'est clair, s'il vous plaît? Oui? Oui, monsieur. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? C'est bien? Monsieur, Très, très bien. Alors, je vous remercie pour aujourd'hui. Et oui, j'écoute. Oui, Bakir. ah c'est bon, monsieur, c'est bon, merci. Ah, qu'est-ce que vous voulez poser comme question, Bakir? Juste par rapport à l'exercice Pardon? précédent, c'est tout. Pardon? Pas de Par rapport à question? l'exercice précédent. Je vous entends, je vous entends pas, Bakir, je vous entends pas. Ah, c'est pas grave, monsieur, merci, c'est bon. Alors, regardez, je vous entends pas. Je vous entends mal. Je vous entends mal. Ok, donc la prochaine fois, je vais vous envoyer un exercice corrigé, comme ça vous allez voir toutes les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire. Et je vous recommande, bien sûr, je vais vous envoyer tout nécessaire, mais ce que je vous demande aussi, s'il vous plaît, c'est d'aller sur Internet et télécharger comment dimensionner, d'accord? Comment dimensionner les chambres froides. Moi, je vais vous envoyer un document, mais c'est juste pour voir, disons, attiser un petit peu votre curiosité, les chambres froides, d'accord? Comment faire? Parce que vous savez très bien qu'une chambre froide, il faut faire un bilan. Le bilan, c'est quoi? Donc, en fait, vous allez avoir une machine que vous devez installer. Et c'est fonction de quoi? C'est fonction de denrées, disons, des produits que vous allez stocker. C'est fonction des produits que vous allez stocker. Donc, vous allez, par exemple, les denrées, ils vont être à une certaine température ambiante et vous devez les maintenir, par exemple, à une certaine température intérieure qui peut être positive comme elle peut être négative. D'accord? Donc, vous avez certaines masses de produits que vous devez introduire qui sont à une certaine température. Chaque produit est différent. Vous pouvez avoir des légumes, de la viande, du poisson, des fromages et tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, les CP de chaque produit est différent. Donc, vous allez faire un bilan, si vous voulez, pour calculer la quantité de chaleur qui est apportée par chaque matériau dans votre chambre froide. Une fois que vous avez tout ça, à ce moment-là, vous allez connaître un petit peu, disons, la quantité la puissance nécessaire que vous devez avoir au niveau de votre chambre froide. J'espère que vous allez le faire, n'oubliez pas, donc allez voir un petit peu comment dispose les chambres froides, d'accord? Et allez voir un petit peu aussi les différents types de compresseurs. Donc, vous avez les compresseurs hermétiques, compresseurs semi-hermétiques, les compresseurs ouverts, d'accord? Il faut les voir. Et voyez un petit peu comment, et faites une chambre froide, et quels sont tous les éléments donc, le schéma de principe professionnel d'une chambre froide. Voilà, je vous remercie donc d'avoir été patient. Pas de questions? Pas de questions?